Salut à tous. Alors, on a eu notre première semaine de compétition au niveau collège basket. On a également bien mangé, Thanksgiving oblige. Et donc voilà, c'est l'occasion pour moi de pouvoir faire un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé dans l'univers du collège basket. Bon allez, c'est parti. Une première semaine en fait qui a été perturbée, et ça va être un peu l'image sûrement de la saison malheureusement, comme dans la plupart des sports qui se jouent actuellement, ça a été perturbé par la pandémie actuelle. Donc il y a eu pas mal de tournois ou de matchs qui ont été réorganisés, voire annulés. Malgré tout, on a eu quand même pas mal de matchs, pas mal de compétitions pour se faire une première ou des premières impressions sur les équipes en place, voir si les favoris ont bien tenu leur rang, voir quels ont été les upsets et quelles sont les équipes qui pourraient être surprises pour la suite de la compétition et des compétitions. Donc voilà, c'était assez sympa. Donc je vais commencer par revenir sur trois affiches qui m'ont marqué. Ensuite, on va parler un peu plus de un ou deux joueurs qui m'ont marqué sur cette semaine. Et enfin, on va voir en fait en fonction de l'A People qui est sorti donc aujourd'hui, quels ont été les mouvements et qu'est-ce qui arrive cette semaine en termes d'affiches et qui pourrait faire des nouveaux mouvements. Donc si le mercredi on n'a pas eu d'affiches entre équipes classées, on a eu quand même quelques affiches assez sympathiques. On a eu notamment le match plutôt serré entre Arizona State et Rhode Island, avec Remy Martin qui est un des joueurs favoris pour le titre de meilleur joueur de la Pac-12, qui s'est montré à ce moment-là. Mais je vais directement passer à jeudi pour la première grosse affiche avec le match entre Kansas et Gonzaga. Donc dans ce match-là, on a d'abord vu ce qu'on imaginait pouvoir voir d'un futur top draft pick en Jalen Suggs, qui a terminé avec 24 points, 8 passes, 4 rebonds notamment, avec un très fort pourcentage au tir à 9 sur 15, dont 2 sur 3 à 3 points et 4 sur 5 au lancer franc. Il a surtout donné cette impression de pouvoir driver en continu et en continu et en continu. Vraiment une grosse énergie de sa part. Il n'a pas été gêné plus que ça en passant à l'étage supérieur. On a vu qu'il arrive à finir fort au panier avec contact, donc il a eu quand même quelques petites fautes sifflées pour lui. Il a aussi montré pas mal de playmaking, une bonne vision de jeu. Bon, faut dire que Gonzaga avec Mark Few a quand même une belle identité de jeu. On a vu aussi pas mal de transitions puisque la défense a réussi des stops intéressants. Au-delà de ce joueur-là, on a quand même pu voir que les joueurs maintenant un peu plus vétérans comme Drew Timme ont apporté des choses. Corey Kispert, toujours avec son shoot pas si adroit à 3 points, mais tout de même. Et même Joel Ayayi qui a terminé lui avec 15 points et 9 rebonds notamment. Faut voir quand même que même sur le banc, on se retrouve avec des Andrew Lombard, l'ex-joueur de Florida. On retrouve également des Strother, des Cook également. Tout ce genre de joueurs en fait qui montrent que Gonzaga a vraiment de quoi faire même sur le banc. Même au niveau intérieur, on a vu quand même les premières minutes de Oumar Ballo, qui est encore un produit brut. On a vu que même sur son replacement, notamment en défense, c'était pas encore tout à fait ça, mais ils ont toute la saison déjà pour se mettre en place. En tout cas, sur ce premier match, voilà, Gonzaga a vraiment montré sa domination, même si à un moment, deuxième mi-temps, on a vu Kansas revenir assez proche des Bulldogs. On a vu notamment un gros effort à un moment défensif initié par McCormack, Garrett qui d'ailleurs termine avec 22 points, 2 passes, 2 rebonds, 7 sur 9 au tir, 2 sur 2 à 3 points. Donc on sait que c'est des joueurs sur lesquels on va beaucoup plus compter avec les départs des saisons précédentes, notamment à Azubuike. Au niveau intérieur, à McCormack de montrer un peu plus de régularité au niveau du tir. Wilson également n'a pas été franchement dans son assiette. Surtout ce qui est un peu embêtant pour l'équipe de Bill Self, en fait, c'est le côté défense qu'on a eu beaucoup plus de mal à retrouver. Ils ont tenté de la zone la plupart du temps, ça a plus ou moins marché. Il y a eu des moments où ça a gêné un peu Gonzaga, il y a eu des moments où, malgré la zone, les espaces intermédiaires ont bien été pris et ils ont bien sanctionné à ce niveau-là, Gonzaga. Enfin bon, voilà, donc Gonzaga a fait une première victoire statement contre Kansas. Et d'ailleurs a confirmé face à une équipe qui s'est bien battue, c'est l'équipe d'Auburn, à qui on prédisait un avenir assez sombre avec l'histoire, l'affaire qu'il y a derrière l'équipe au niveau extra-sportif. Et en plus le fait d'avoir perdu leurs 5 titulaires de la saison dernière, dont notamment Isaac Okoro parti à la draft.
Bah finalement, ils se sont bien battus, même si le score au final est assez large sur la fin. Gonzaga a gagné de 23 points. De l'autre côté, Kansas s'est rattrapé puisqu'ils ont gagné contre Saint Joseph d'une vingtaine de points également, si je dis pas de bêtises. Et donc c'est l'occasion pour moi de passer à la suite. La suite pour moi, la deuxième affiche, c'est Ohio contre Illinois. Alors ce match-là m'a fait penser au type de match qu'on retrouve souvent au college basket qui finit en upset. Ça veut dire avec la surprise, l'équipe la plus faible ou la réputée la plus faible qui gagne en fait contre l'équipe la mieux classée. Pendant longtemps, ça a été un mano à mano entre deux joueurs. Le garde de Ohio, Jason Preston, et le garde qu'on connaît bien au niveau Illinois, Ayo Dosunmu. Ayo Dosunmu, il faut savoir qu'à un moment, on en parlait à la draft. C'est un joueur assez énergique, un très bon scoreur, notamment quand il se rapproche près du cercle, très physique, athlétique, et qui essaye de gagner en constance au niveau du shoot, mais qui là a montré en fait la constance, en tout cas des flashs de la constance qu'on lui espère, au niveau de la régularité dans le shoot. Le match a donc été vraiment serré, puisque à la fin de la première mi-temps, il y avait 35-34 pour Illinois, avec donc Ohio qui avait battu le record du nombre de points marqués en une mi-temps face à Illinois depuis le début de la saison. La deuxième mi-temps, elle repart sur le même principe, c'est vraiment du même acabit, et d'ailleurs ça se finit avec 42-41, et encore une fois pour Illinois. Donc Illinois s'en sort 77-75, mais on a vraiment vu un mano à mano entre donc Dosunmu et Jason Preston. Dosunmu a toujours ses petits problèmes, notamment à 3 points. Il a essayé de montrer plus de régularité, de constance, comme je disais, dans le shoot, notamment le shoot à mi-distance, à trouver des shots, en fait, des endroits où tirer préférentiels. Et il a surtout pas mal été au contact afin d'aller chercher également des fautes. Donc il termine avec 27 points, 8 passes, 7 rebonds, 10 sur 21 au tir. Bon, seulement 1 sur 4 à 3 points, 6 sur 7 au lancer franc. On a vu donc avec ses 8 passes qu'il y a également du playmaking. Il y a eu aussi pas mal de rebonds. Il a pu compter en fait sur l'apport notamment défensif de Cockburn. Cockburn qui termine avec 13 points, 14 rebonds, donc le double-double. Un steal, une passe, 6 sur 10 au tir, 1 sur 2 au lancer franc, et qui a vraiment montré sa présence, même si ça se voit moins dans les stats, mais la présence défensive a été très intéressante. À ses côtés, on a vu également un match en double-double pour Damonte Williams. Il termine également à 50% au tir, 3 sur 6 dont 3 sur 4 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, et donc 11 points, 10 rebonds, une passe. Face à eux, en fait, on a vu des Bobcats d'Ohio qui ont vraiment joué crânement leur chance. Pour moi, en fait, quand j'ai vu le match, ce qui m'a vraiment impressionné, c'était les prestations de deux joueurs. Tout d'abord, donc Jason Preston, comme j'ai dit, donc leur garde, qui a terminé avec 31 points, 8 passes, 6 rebonds, 13 sur 23 au tir, 3 sur 4 à 3 points et 2 sur 4 au lancer franc. Mais également, en fait, leur intérieur, un peu un intérieur fuyant au final, Van der Plas, qui termine avec 20 points et 5 rebonds, certes à 8 sur 18 et 4 sur 10 à 3 points, mais qui a montré vraiment des flashs, des 3 points très clutch, des 3 points qui ont permis de ramener un moment Ohio devant, a permis de réduire en fait la distance qu'il y avait à un certain moment en deuxième mi-temps. Ça a été vraiment un match haletant, honnêtement. Il y a eu, bon, bien sûr, comme dans tous les matchs de college basket, c'est pas autant établi quand on est vraiment habitué aux grands matchs NBA, c'est pas vraiment établi, il y a beaucoup de phases de minutes où le jeu est un peu plus brouillon, ça on le connaît et on peut le reconnaître, mais au niveau de l'intensité, au niveau donc des phases défensives, offensives, des transitions, l'énergie apportée, ça a vraiment été très très intéressant. Et encore une fois, le match a été très serré et Illinois s'en sort vraiment à la toute fin. Pour remettre dans le contexte, Ohio est derrière d'un point, si je dis pas de bêtises, et ils arrivent à mettre en fait un 2 points sur un jumper de Jason Preston. Il passe devant 75-74, mais là il y a un problème. Dosunmu part en fait au panier et en fait Wilson III fait une faute sur lui. Du coup, de lancer, il les met, il passe devant. Ouais, on va bien tenter en fait de marquer de nouveau, mais ils vont pas réussir. Et un nouveau lancer va être mis, et donc voilà. Là, le match en fait aurait très bien pu basculer côté Ohio, honnêtement, ils ont fait vraiment un très bon match. Voilà, Illinois a quand même réussi, donc ils finissent leur semaine sur un 3-0, et ils ont enchaîné en fait les 3 matchs mercredi, jeudi, vendredi. Du côté des Bobcats, on a quand même un bilan de 2-1, ce qui est intéressant.
Et trêve de blabla sur cette partie-là, parce que je vais passer à la troisième affiche pour moi. C'est un des upsets de la semaine écoulée. C'est l'upset qu'a réussi San Francisco face à Virginia. Donc on le sait, même la saison dernière, Virginia était une équipe qui était dans les top defense, mais qui avait du mal à scorer, avec 57 points en moyenne par match. Le match contre San Francisco a montré encore leurs limites. Dans un effectif, notamment un 5 majeur qui va avoir des automatismes à trouver. Alors certes, pendant un moment, ils ont plutôt géré la rencontre, notamment, on va dire, la première mi-temps et le début de la seconde mi-temps où ils menaient un moment 28-21. Après, ils vont se prendre à un 11-0. Et à partir de là, ça va être plutôt changement de lead, jusqu'à un 54, 52 ou 54, 53 pour Virginia. Je pense que d'ailleurs c'était le dernier lead en fait de Virginia à ce moment-là. San Francisco va finir sur un 8-0, donc du coup c'était 54, 53. Pas mal en maths. Et donc vont mener 61, 54. Virginia va tout faire pour revenir, vont même revenir à 1 point. Le problème pour Virginia, c'est que un de leurs transferts phares qui vient de Marquette, Sam Hauser, va louper le 3 points qui aurait pu être le 3 points de la gagne. Et donc Virginia va perdre face à une équipe de San Francisco qui joue en WCC, qui est une équipe qui a été dans le lointain passé une grosse équipe. Donc dans les années 50, je pense qu'ils ont gagné le titre avec Bill Russell, je sais plus si c'était 1 ou 2 fois. Mais depuis les années 80, j'avais lu quelque chose comme ça, depuis les années 80, c'était vraiment un programme qui était sur la pente descendante. Ils avaient eu donc d'abord un shutdown pendant un petit moment, et après quand ils sont revenus, ça a été compliqué. En tout cas, ce qu'on peut en retenir, c'est qu'au niveau collectif, ça a bien joué côté San Francisco, notamment au niveau, comment on appelle ça, au niveau offensif. Il y a eu beaucoup de struggle, notamment en début de match, mais après, au fur et à mesure que le match arrivait, on a quand même vu pas mal de circulation, trouver des shoots ouverts à 3 points. En atteste d'ailleurs leur pourcentage qui est de 46% à 3 points. Alors qu'en face, Virginia a eu, je pense, c'est un 3 sur 12 à 3 points, quelque chose comme ça. Donc on voit quand même la différence. Au-delà de ça, en fait, on a vu en fait pour les Dons 2 leaders. Donc pour moi, le premier des 2 leaders, c'est Jamari Boyer, qui a marqué donc 19 points. Et l'autre, on va dire un des autres leaders, même si quand je dis leader, c'est vraiment un joueur qui a vraiment permis cette victoire. Pour moi, c'est Tahavi Jolkatam. Parce qu'en fait, il a eu 2 gros 3 points dans la deuxième mi-temps. Et ces 2-3 points, mine de rien, ont été vraiment très très importants en fait pour la victoire finale de San Francisco. Bon, côté Virginia, on a vu que Reese Beekman, Justin McCoy, ils ont mis, je pense, 11 points chacun. Sam Hauser, comme j'ai dit, a loupé le fameux 3 points qui aurait pu donner la victoire à Virginia. Il termine avec 10 points. Donc cette équipe, on sait que le potentiel est là. On sait que défensivement, ils seront toujours là normalement. C'est une équipe qui va pas forcément prendre beaucoup de points. Donc voilà, c'est un peu la marque de Tony Bennett. Par contre, depuis même ce qu'on a vu la saison dernière, ce qui était le problème, c'était plutôt un problème offensif. Là, on risque de voir en tout cas pour l'instant un peu le même type de problème, sachant qu'en plus, il faut trouver des automatismes. Donc c'était le bon moment pour San Francisco de pouvoir réaliser l'upset, ça a été fait. Voilà pour moi, c'était la troisième affiche pour moi de la semaine. En sachant qu'il y a eu d'autres upsets, on a vu par exemple Villanova qui a perdu contre Virginia Tech, alors qu'à la base, Virginia Tech était vu dans les bas-fonds de l'ACC cette saison. Et l'autre upset a été contre Kentucky, équipe qui a perdu donc contre Richmond hier. 76-64, Richmond qui d'ailleurs commence avec 2 victoires en 2 matchs. On va reparler un peu d'eux un peu plus tard dans la vidéo, puisque au final c'est une équipe qu'on va retrouver dans les équipes classées. A noter le très bon match hier entre Houston et Texas Tech. Texas Tech qui avait bien commencé avec McClung et compagnie par 2 victoires, mais qui ont perdu hier donc contre Houston. Houston également qui donc est parfait depuis le début de la saison. Ça a été un très bon match. Houston a vraiment réussi à prendre la mesure de Texas Tech. Moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même 2-3 choix côté Texas Tech, notamment offensivement, qui ont été un peu étranges, en sachant qu'en fait l'équipe avait pas mal de difficultés derrière l'arc. On l'a vu, je pense qu'il termine à 22% à 3 points. Côté Houston, ça n'a pas été beaucoup mieux
mieux, beaucoup plus flamboyant au niveau offensif, notamment en termes de précision de tir. Mais là où le match était très intéressant, c'était l'intensité qui a été mise dans ce match. Vraiment la bataille, ça n'a pas été très joli c'est vrai, mais par contre on a déjà vu de l'intensité, notamment au niveau défensif, des tentatives de vraiment shut down l'équipe adverse. Ça s'en ressent sur le score. Et il ne faut pas oublier que ce sont deux équipes qui vont faire partie des entre guillemets favoris. Quand je dis favoris, au sens large en tout cas. Ce sont des équipes qui ont fait des gros runs il y a 2 ans maintenant, lors de la dernière March Madness. On se rappelle que Texas Tech est quand même allé jusqu'au National Championship. Ils ont perdu contre UVA, alors que Houston s'était arrêté, si je dis pas de bêtises, au Sweet 16. Donc voilà, Houston va pouvoir montrer un peu plus ce dont il va être capable en AAC. Est-ce que ça va être une équipe qui va jouer le titre AAC et ensuite voir où est-ce que ça va les mener, notamment par rapport à la March Madness. Pour Texas Tech, on sait que Chris Beard a un groupe plutôt où il va falloir trouver une alchimie puisqu'il y a des nouveaux venus, mais c'est un groupe qui a un potentiel très important. Donc à voir. Donc avant de passer en fait aux joueurs, soit au singulier soit au pluriel, qui m'ont vraiment intéressé sur cette semaine, voilà, je vous fais un petit point parce que là c'est lundi soir ici, donc je vois qu'actuellement UNC, donc North Carolina, est mené 18-15 par UNLV, Las Vegas, hein, et que Texas a battu 78-76 Davidson lors du Maui Tournament qui va continuer à se dérouler en ce début de semaine. Donc maintenant, place aux joueurs qui m'ont marqué, donc j'en ai pris 2. Le premier, ça va être Lucas Garza, donc il est déjà très connu, donc je vais pas en faire des caisses. C'est un joueur qui est potentiellement l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur de la Big Ten, potentiellement même l'un des meilleurs, voire le meilleur joueur du collège basket actuellement. On le savait même déjà depuis la saison dernière. Pour cette saison avec Iowa, on espère qu'il va pouvoir porter son équipe et l'amener au tournoi de mars. Ils ont commencé sous son impulsion par 2 victoires. Et il faut savoir que lors de la deuxième victoire, il a quand même réussi un presque perfect, puisqu'il a mis 41 points à 14 sur 15 au tir. On sait que techniquement il est très doué, c'est un intérieur très très doué, qui a aussi ce côté technique, très technique, hein, et qui va potentiellement se régaler cette saison en collège basket. Donc je vais plutôt parler du deuxième joueur qui m'a marqué, et ce qui est marrant c'est qu'il a également marqué ESPN, mais ce n'est pas celui qui les a le plus marqués, ils y font juste mention, donc je parle de Jason Preston. J'ai parlé de lui rapidement tout à l'heure puisqu'il était justement face à Ayo Dosunmu pour l'une des affiches en tout cas qui m'a marqué la semaine écoulée. Il joue pour Ohio, c'est un meneur de bonne taille. Ce qui m'a intéressé en fait quand j'ai vu son match, c'était vraiment cette propension à pouvoir répéter les efforts, notamment en termes de drive, parce qu'il a vraiment joué beaucoup de possession de son équipe. Donc beaucoup de drive où il a tenté un maximum de rentrer dans des spots préférentiels ou assez proches de la raquette, soit dans des besoins ou à des fins de décalage de ses partenaires, ce qui termine avec 7 ou 8 passes, soit pour trouver un shoot à mi-distance, ou même des fois tenter sa chance plus loin, à 3 points. Et surtout, ce qui a été intéressant en fait, c'est que de l'autre côté défensif, il n'a pas été ridicule. Bon, je vais pas dire que c'est un stopper, ça c'est sûr, c'est pas forcément un stopper, mais en fait avec sa taille, il peut gêner un minimum les arrières adverses, et on a vu qu'il ne lâche pas en fait sur l'homme. On sait qu'en collège basket, on joue pas mal la zone souvent, on essaye de juste laisser des zones intermédiaires libres pour l'attaque adverse, mais de pas laisser la raquette et le périmètre non verrouillé. Donc voilà, ça a vraiment été une révélation pour moi, parce que je vais pas mentir, je le connaissais pas forcément. Je me suis permis d'aller voir un peu ses stats entre la saison freshman et la saison sophomore, parce que en général pour ce genre de joueur, c'est intéressant de voir en fait la progression. Donc il est passé de 6 points à 16,8 points, donc on sait qu'en freshman, il jouait déjà pas mal de minutes, mais forcément il n'avait pas encore le même rôle ou le même bagage. On voit que ça a toujours été un playmaker, puisque au final, déjà la saison dernière, il était à 7,4 passes, il était quand même à 6,4 rebonds, ce qui montre sa versatilité, et comme j'ai dit, sa bonne taille lui permet justement de pouvoir pousser les attaques, puisqu'en fait,
d'un rebond défensif qu'il est capable d'aller récupérer, il va lui-même lancer la contre-attaque, soit pour finir lui-même, soit pour décaler un de ses partenaires. En transition, il peut être vraiment létal. Bon, il était en état de grâce face à Ayo Dosunmu et Illinois. Faut voir ce que ça va donner sur le reste de la saison. Mais en tout cas, voilà, c'était mon coup de cœur de la semaine parce qu'il a fait une belle semaine, ponctuée par une grosse performance face à Illinois. Et plutôt que de mettre en avant Lucas Garza qu'on connaît déjà et qu'on va sûrement dont on va sûrement entendre parler et parler nous-mêmes au fur et à mesure de la saison, ben voilà, c'était un petit focus, un petit shout-out sur ce joueur. Voilou. Donc du coup, ça nous permet de passer maintenant à les people. Bon, je sais qu'il y en a pas mal qui regardent le Handicap Power 36, donc les power rankings, on va dire, des 36 meilleures équipes, et ce qui fait sens, puisque comme je vous l'avais dit dans la vidéo sur le collège de basket, au final, les 36 équipes, les 36 plus fortes équipes vont être appelées pour faire le tournoi de mars, le tournoi final de mars. Si parmi ces 36 équipes, il y a des vainqueurs de leur conférence, on va chercher les équipes juste derrière. Donc par exemple, si le premier du Power 36 termine champion de sa conférence, donc mettons Gonzaga gagne la WCC, mais en fait le 37e dans ce Power Ranking sera qualifié et donc va pouvoir jouer le tournoi de mars. Voilou. Donc rentrons dans le détail de les people, puisque moi je me réfère plutôt à les people, donc vraiment le top 25, je ne vais pas jusqu'aux 36 équipes. Gonzaga, normal, reste en tête avec son sans faute, et notamment sa belle victoire face à Kansas. En deuxième position, il y a Baylor qui a également fait un sans faute, mais bon, un mini sans faute on va dire. Ça paraît normal puisqu'on voit le potentiel de l'équipe et au final ils n'ont pas déçu sur leur premier match en, pardonnez-moi l'expression, démontant Louisiana et Washington. On retrouve ensuite donc les partenaires de Lucas Garza et donc Iowa avec un sans faute, Wisconsin également un sans faute en 4ème position, Illinois sans faute 5ème position, Duke n'a fait qu'un seul match donc 6ème position avec une victoire, Kansas qui descend eux d'une place puisqu'ils ont perdu certes, après ils ont gagné contre Saint-Joseph, et leur défaite a été contre le numéro 1, donc c'est pourquoi il n'y a pas une grosse dégringolade. Michigan State qui monte à la 8ème place avec 2 victoires, Creighton qui est 9ème, Houston qui gagne pas mal de places grâce notamment à sa victoire face à Texas Tech, et donc il conclut une semaine de 3 victoires pour aucune défaite. West Virginia également 3 victoires pour aucune défaite et 11ème. Villanova qui donc quitte la 3ème place ou 4ème place du classement et descend jusqu'à la 12ème place avec sa défaite face à Virginia Tech. Tennessee est toujours 13ème sans avoir joué. North Carolina a gagné son premier match et donc 14ème. Virginia qui a perdu. Donc on a vu c'était un des upsets, c'était contre San Francisco et qui perd en fait 9 places. Virginia Tech qui du coup qui n'était pas classé et qui monte à la 16ème place avec un sans faute. Texas qui va passer 17ème. Texas Tech qui descend de 3 places et qui est 17ème avec la défaite face à Houston. Richmond qui n'était pas classé et qui est 19ème de cette AP People. Kentucky qui s'est fait upset hier perd quand même 10 places avec une victoire et une défaite. Oregon perd une place mais n'ont pas joué. Florida State perd une place mais n'ont pas joué. Ohio State reste à la même place en ayant fait un sans faute jusque-là. Rutgers reste à la même place avec également un sans faute. Et enfin, dernier de ce AP Poll Top 25, Arizona State, qui a donc gagné ces 2 matchs qu'on les voyait gagner et qui a perdu le match qu'on les voyait potentiellement perdre face à Villanova. C'était un bon match malgré le fait que Remy Martin a été complètement éteint. Et donc voilà pour le Top 25. Ce qui va me permettre de lancer un peu la dernière partie, c'est-à-dire quelles sont les affiches à voir et en quoi ça pourrait faire bouger ce top 25. Tout d'abord, on va commencer par Baylor qui a quand même une semaine assez chargée. Mais juste avant, et malgré la petite défaite face à Gonzaga, on va quand même féliciter Kansas en termes de régularité, puisqu'en fait les Jayhawks ont battu le record de semaines consécutives classées dans l'AP Poll. Avant, le record c'était UCLA qui l'avait.
En fait, de 1966 à 1980, UCLA avait été consécutivement placé dans cette AP poll. Là, Kansas a réussi sa 222e semaine d'affilée, donc battant ce record. Il faut savoir que parmi les équipes qui ont ce type de record actif actuellement, il y a Duke qui a donc le deuxième streak en termes d'activité sur l'AP poll avec 85 semaines de suite. Voilà pour le petit mot avant de passer à la suite. Donc revenons à Baylor et à nos petits oursons. Il faut savoir que Baylor va jouer cette semaine, si tout se passe bien, Illinois mercredi, qui est quand même maintenant dans le top 5, et surtout Gonzaga samedi. Donc on va en savoir un peu plus sur cette équipe avec les 2 matchs qui arrivent, et ça pourrait, que ce soit pour eux ou Illinois ou Gonzaga, changer pas mal de choses. De toute façon, cette semaine, on risque d'en avoir pour notre grade, puisque si tout se passe bien, on va avoir quand même pas mal d'affiches entre équipes classées. On vient de parler de Gonzaga qui va donc rencontrer Baylor normalement samedi si tout va bien, mais également plus tôt dans la semaine, ils vont être confrontés à West Virginia, qui est quand même sur 3 premières victoires en 3 matchs, et qui a un groupe assez intéressant, notamment qui pourrait faire des choses en Big 12. On aura ensuite Duke qui va pouvoir normalement, si tout se passe bien, lancer sa saison, et pas par n'importe quelle équipe, puisqu'ils vont affronter Michigan State. On va avoir également Kansas et Kentucky qui vont s'affronter notamment. Donc sur le site Le Homora, je vais vous remettre les calendriers des affiches qui peuvent être les plus intéressantes. Mais tout ça pour dire que ça va pouvoir bouger rien qu'entre équipes classées. Mais en plus de ça, on pourra toujours avoir nos fameux upsets. Moi, le focus que je vais avoir personnellement, c'est un peu plus UCLA, parce que c'est une équipe que j'affectionne particulièrement et qui a un peu déraillé en ce début de saison. On y reviendra peut-être sur le prochain podcast. Je dis podcast, mais bon, normalement c'est une vidéo, et comme on me voit pas, que je parle beaucoup, je me suis dit, tiens, on va l'appeler podcast. Pour l'instant, c'est pas un véritable podcast, donc je le mets pas en tant que podcast sur les plateformes de podcast, ça va vraiment rester sur YouTube. Dites-moi ce que vous pensez un peu de ce type de format. Est-ce que vous voudriez que j'aille encore plus dans les détails, que je rentre par exemple vraiment sur chaque conférence, voir un peu ce qu'ont fait les équipes des grandes conférences? Si ce format vous plaît, et tout simplement aidez-moi quoi, donnez-moi un peu plus vos avis, montrez-moi un peu ce que vous souhaiteriez avoir en termes de college basket. Ça peut être un truc qui revient de manière hebdomadaire, ça peut être quelque chose que je continue finalement sur mon site de manière écrite. À vous de me dire un peu ce que vous en pensez, et voilà quoi. Sur ces belles paroles, moi je vous dis à bientôt. Cette semaine normalement, il y a une vidéo YouTube qui va sortir dans un format un peu plus normal. Et voilà. Voilà. J'ai trop parlé. Allez, ciao.